La fille se gratta véhémentement jusqu'au sang, et chacune des lésions de grattage prit forme et vie, et l'arbre prit forme et vie au flanc de la fille, puis l'arbre crut, puis l'arbre dépassa la fille, et il engloba la fille, et ce fut comme si la fille était accrochée au flanc de l'arbre, maintenant prise dans l'arbre, comme une excroissance de l'arbre, comme un corps étranger gagné par les fibres de l'arbre, et la fille fut engloutie par l'arbre. La fille avait disparu dans l'arbre, elle était devenue l'arbre, puis l'arbre grandit d'un coup final, et il y eut un fracas formidable dans la borde, tellement formidable que l'ermite en fut puissamment et durablement abasourdi. Il n'y eut plus de plafond à la borde, et, à dire vrai, il n'y eut plus de borde non plus, seulement un monumental arbre sans feuilles, dans un ciel noir et vide, avec par-dessous le feu qui continuait à se consumer paisiblement et qui parut, en comparaison de l'arbre colossal, menu et fragile, auprès duquel le meige ahuri continuait de se tenir assis et immobile, et le meige leva la tête pour avoir vue sur la cime de l'arbre, mais il ne la vit pas, tellement gigantesque était la taille de l'arbre, une taille qui dépassait l'entendement du meige, une taille pour la conception de laquelle le meige d'un coup sentit son esprit devenir trop simple et étroit, et le meige voyait les branches interminables de l'arbre qui montaient et qui se perdaient dans le ciel nocturne et infini, puis ciel et terre disparurent, et il n'y eut plus que l'arbre entier, c'est-à-dire avec aussi son large système racinaire qui flottait dans l'espace, déshabité d'astres, et le feu s'était affaibli dans l'atmosphère raréfiée, et ses faibles flammes éclairaient seules le cosmos éthéré et ténébreux et vide, et le petit feu luminaire flottait, et il tournait autour de l'arbre pareillement que le meige, assis près de lui, et la mince fumée du feu était grise et claire, presque blanche, et cet mince filet qui n'était troublé par rien et qui continuait indéfiniment sa course, son élévation paisible et pure dans le cosmos, quoique sa direction eût été originellement déviée par la course giratoire du foyer. Et le feu crépitait dans le grand silence cosmique. Puis le meige porta la paume d'une main à sa bouche, et il fit plusieurs baisers mouillés sur le plat de sa paume, et c'était comme les cris d'une perdrix remisée dans une place secrète du cosmos, et qui cacabait pour rappeler sa compagnie après qu'elle eût été dispersée, et les cris de rappel, pareillement que pour la fumée, traversaient sans frein le cosmos, les sons inaltérés s'évadaient sans arrêt dans l'univers, puis le meige chuchota dans sa main recroquevillée en conque, et le monde se contracta à nouveau, et la borde et la fille réapparurent. La fille était assise près du feu dans la borde, et elle avait le regard neuf et doux, le regard extatique de quelqu'un qui vient subitement de retrouver l'esprit, et elle fit avec la main un salut discret au meige en signe qu'elle le voyait de nouveau, puis le meige chantonna tristement, et l'épaule de la fille devint une grosse bosse noire qui gonfla, une pathologique enflure qui prit vie, et un grand corbeau apparut juché sur l'épaule de la fille. Et le corbeau se dandina, et il chercha un équilibre qu'il perdit plusieurs fois. Il se rétablit chaque fois d'un battement d'ailes qui était comme un envol avorté et qui venait subtilement chatouiller l'oreille de la fille. Et il ouvrit grand un bec long et noir en forme de faux, mais l'oiseau en si rostre n'émit qu'un coassement faible pour finir. Un coassement de rainette, puis il fléchit sur ses jambes, prenant appui sur l'épaule de la fille pour prendre son envol, et ce qui fut une action légèrement dépressive pour l'épaule, il vola silencieusement à travers la pièce, où il fit battre puissamment 2 fois ses ailes, qui étaient de grande envergure, puis, en biaisant l'assise de son vol, il glissa à travers l'encadrement de la porte vers l'obscurité du dehors, fragment de ténèbres retournant aux ténèbres, et pareillement le dragon naquit sur l'autre épaule de la fille, et c'était un dragon de taille naine, qui était presque comme un lézard. Mais
Et le dragon s'agriffa à l'épaule de la fille, et il émit un crachement en signe d'inconfort, et il prit son envol, et il vola très vite et en ligne droite, et il heurta à pleine vitesse la paroi du fond de la borde, et il tomba à moitié assommé au pied de la paroi, où il cracha de surprise et de dépit. Puis il reprit ses esprits, et il repartit dans l'autre sens, et il retraversa l'espace de la borde, puis celui libre de l'entrée, et il disparut dans la nuit. Puis la fille, par le même processus de déformation, posséda une louve allongée à son flanc, une louve siamoise, qui dans son agitation fit partition avec la fille, et la louve se rétablit souplement au sol sur ses quatre pattes, et elle gronda en même temps qu'elle hérissait les poils du dos. Puis la louve s'éloigna, peureuse et circonspecte. Elle s'arrêta plusieurs fois en posture d'arrêt, avec une patte flexible relevée sur son poitrail. Puis la louve, quand elle fut proche de la sortie, prit le trot et fouina dans la nuit. Puis l'aigle prit appui sur le dos de la fille avec ses grandes ailes, et il battit ses grandes ailes dans une ultime poussée. Il se détacha péniblement du dos de la fille, et le buste de la fille fut franchement rabattu vers le sol, et l'aigle, propulsé dans l'air, se retrouva à brasser l'air tiède de la borde avec ses grandes ailes déployées, et l'aigle, effrayé et empêché, tourna un moment dans l'espace de la borde, où la fumée fut refoulée par son déplacement fougueux et envahit momentanément l'espace de la borde, et la fille et le mège sentirent sur leur visage les gros remous d'air et de fumée, et ils perçurent aussi l'exhalaison sauvage qui provenait des plumes chaudes du rapace. Puis l'aigle poussa un glatissement qui déchira l'air enfumé de la borde, puis il se dirigea vers la porte de la borde, et il cogna l'encadrement de la porte avec le dossier d'une de ses ailes. À moitié replié, il tomba sur le seuil de la porte, il fit un rebond sur ses longues jambes, et il passa le seuil, et il vola dans la nuit. Puis la tortue naquit du dos de la fille. La tortue tomba à la renverse sur son bouclier de cornes, et elle agita ses pattes affolées, et elle tordit désespérément le cou afin de se remettre d'aplomb, mais ce fut vainement. Aussi, la fille la remit-elle à l'endroit, et c'était une tortue noire et de petite taille, une vieille cistude au cou long et ridé, qui inspecta au ralenti le monde autour d'elle, et qui mit longtemps à quitter la borde. Et pendant ce temps, la couleuvre prit forme sur l'avant-bras de la fille. C'était une couleuvre à collier, et la couleuvre glissa souplement au sol, et elle rampa tout de suite sur le sol où elle faisait des boucles larges avec le corps, et elle cingla vers l'égout. Et tandis qu'elle passait près du mège, elle fit ressort avec le sol, avec l'avant du corps, et elle éleva la tête avec l'avant du corps, et tandis qu'elle continuait de glisser sur le sol en annelant l'arrière de son corps, elle darda sa langue vers le mège afin de mieux préciser et mieux déterminer la présence et l'emplacement du mège, qui resta impassible, et elle adopta une parfaite trajectoire tangente à la position du mège pour s'éloigner de lui, et elle se coula et disparut dans le trou de l'égout. Puis le mège se leva et s'approcha de la fille. Le mège s'assit en tailleur dans la fille. Il prit l'avant-bras de la fille, sur lequel il avait dessiné les astres. Il le plaça au creux de son propre bras, et il pencha la tête sur l'avant-bras en psalmodiant d'une voix monocorde, comme pour bercer et cajoler un nouveau-né. Puis il forma avec la main libre un poing imparfaitement serré qu'il porta à ses lèvres, et il souffla doucement et réitérativement dans le poing qui remplit ainsi un vague office de caisse de résonance pour des chuintements rythmés, les planètes et les astres. Une forêt profonde et bleue. Marc Graciano, son deuxième livre, c'est chez Corti. Lecture lampe de poche, 8.